La Suisse. Vue par l'étranger, c'est du chocolat, des vaches, éventuellement du fromage, des banques et leurs secrets où l'on peut, paraît-il, blanchir de l'argent. Ce qui pourrait donner des secrets en forme de fromage bancaire blanchi au chocolat sur le dos des vaches. Ou encore des vaches en chocolat qui blanchissent en secret des fromages dans des banques. Mais ce n'est pas tout. Vu de l'intérieur, la Suisse c'est aussi 26 cantons, 2800 communes, 7,5 millions d'habitants pour 4 langues nationales, 1500 km d'autoroutes, un des réseaux de chemins de fer les plus denses du monde, 214 téléphériques, une force aérienne d'environ 200 avions, sans oublier que la Suisse s'est forgée une solide image de place financière, avec 337 banques qui gèrent près d'un tiers de la fortune privée transfrontalière mondiale, ce qui donne environ 3700 milliards de francs, et 359 cas officiellement reconnus de blanchiment d'argent en 2006. On peut aussi compter un grand nombre de sociétés anonymes ayant élu domicile au milieu des montagnes helvétiques. Suisses ou étrangères, elles bénéficient non seulement de la qualité des infrastructures, mais aussi d'un certain nombre d'avantages fiscaux. En effet, la Suisse ce n'est pas que des montagnes de fromage et de chocolat. C'est aussi un système fiscal complexe qui mérite que l'on s'y attarde pour comprendre les conséquences qu'il peut engendrer, autant au niveau national qu'international. Pour assurer son fonctionnement, tout État a besoin d'un budget qu'il collecte auprès de sa population et des entreprises actives sur son territoire. C'est cette même population et ces mêmes entreprises qui bénéficieront ensuite des infrastructures et des services mis à disposition grâce à ce revenu, comme par exemple les routes, les écoles, les hôpitaux, les transports publics, la culture, la défense nationale, etc. Mais d'où vient l'idée de payer des impôts ? Repartons dans l'histoire. Au Moyen-Âge, la société était divisée en 3 ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Dans cette société, le tiers-état, c'est-à-dire le petit peuple, était celui qui contribuait le plus aux ressources publiques. Il était soumis à toutes sortes d'impôts, dont la dîme, envers l'Église, représentant une part de sa récolte. Les redevances seigneuriales, en quelque sorte le prix de location des terres, du moulin, du four, appartenant au seigneur. Et encore des impôts pour le roi, dont les principaux étaient la taille, servant à financer les guerres, dont la noblesse était exemptée, et la capitation, une taxe levée auprès de tous les hommes en fonction de leur classe. En plus de ces taxations en nature ou en argent, les paysans étaient aussi soumis à la corvée, qui est une forme de redevance sous forme de jours de travail obligatoires et gratuits, au service du roi ou d'un seigneur, respectivement pour la construction de routes, de ponts ou pour les moissons et les vendanges. Le clergé, lui, était entièrement exempté d'impôts. Il lui revenait cependant de faire des dons au roi et de prendre à sa charge l'assistance aux pauvres et l'instruction. Quant à la noblesse, comme nous l'avons vu pour la capitation, elle bénéficiait de nombreux privilèges et d'exemptions d'impôts. Le système d'imposition de l'époque était profondément injuste. Il pesait très lourdement sur le petit peuple et était quasiment insignifiant pour les seigneurs et l'Église. Ce système inique a causé un grand nombre de révoltes tout au long du Moyen-Âge et est un des éléments déclencheurs de la Révolution française. Tout le XIXe est une période de transition entre l'Ancien Régime et les États modernes. Dans tous les pays, à des rythmes divers, se mettent en place les fondements de l'État de droit ainsi que de nouvelles constitutions. La fiscalité se transforme peu à peu et tente d'incorporer l'idée d'équité fiscale inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. De tout temps, les couches dirigeantes de la société, ceux qui avaient le pouvoir politique, ont essayé de financer l'État et donc de financer les dépenses des pouvoirs publics en prélevant ou en faisant reposer la charge fiscale sur des couches sociales autres qu'eux-mêmes, sur les autres, que ce soit la paysannerie,
différentes couches de la paysannerie, ou les artisans, ou les marchands, etc., etc. Je parle donc toujours dans une échelle historique, à une échelle historique extrêmement large. Mais c'est quoi la justice fiscale? Et est-ce qu'on peut dire que le système fiscal suisse est juste? Ah oui, ça oui. Non. Ouais, oui. N'exagérons rien, non. Oui. Non. Est-ce que vous avez l'impression que la fiscalité suisse est juste? En Suisse, elle est basée sur 3 principes inscrits à l'article 127 de la Constitution helvétique. Il s'agit de l'universalité, l'égalité de traitement devant le droit et la capacité économique. Le premier signifie que tout le monde doit contribuer aux finances publiques. Le deuxième, qu'il n'y a plus de privilèges personnels comme à l'époque, tous les contribuables doivent être traités de la même manière. Et le dernier, que la charge fiscale doit aller en augmentant si le revenu et la fortune sont élevés. La théorie voudrait donc que tout le monde contribue selon ses moyens. Mais dans la pratique, on peut voir plusieurs défaillances au système. Comme nous allons le voir plus tard, les 3 principes constitutionnels sont violés à plusieurs niveaux, avec par exemple les taux d'imposition dégressifs, les forfaits fiscaux ou encore les exonérations au bénéfice de certaines entreprises dont nous reparlerons plus tard. Toute personne ayant déjà rempli une déclaration d'impôt se sera rendu compte que l'on calcule parallèlement l'IFD, impôt fédéral direct pour la Confédération, et l'ICC, impôt cantonal et communal, qui lui revient aux cantons et aux communes. Bien, admettons que l'État est en possession de son budget. Comment va-t-il le redistribuer ? Je sais pas. Au service. Bah, ils vont dans la caisse de l'État, je pense. On reçoit une magnifique feuille chaque fois avec un petit tableau qui nous dit où va dans l'éducation, le social, l'armée. Sur chaque franc prélevé, 31 centimes vont dans les caisses de la Confédération, 41 centimes dans celles des cantons et 28 centimes dans celles des communes. La Confédération procède également à ce que l'on appelle la péréquation financière, une redistribution des cantons les plus riches aux cantons les plus pauvres pour atténuer les disparités. Au niveau cantonal, chaque canton agit selon ses priorités. À Genève, par exemple, sur 1000 francs d'impôts, 247 francs vont à l'instruction publique, 216 francs à la solidarité et l'emploi, 147 francs aux finances, 144 francs à l'économie et à la santé, 92 francs à la construction et aux technologies de l'information, 72 francs aux institutions, 66 francs au territoire, 13 francs au pouvoir judiciaire, 2 francs à la chancellerie et enfin 1 franc au Grand Conseil. Il en va de même pour les communes. Chacune aménage sa propre stratégie redistributive. Pour percevoir les impôts, l'État fait preuve de beaucoup d'imagination. Il y a les impôts directs et indirects. Il y a les impôts individuels sur le revenu, sur la fortune, sur la succession. Il y a les impôts sur les entreprises, les impôts sur le capital, sur le bénéfice, ce à quoi il faut ajouter qu'ils peuvent être progressifs, à taux unique ou encore dégressifs. Bref, de quoi s'y perdre et s'y reperdre encore.